On peut peut-être prendre des questions dans la salle. Est-ce que ça risque pas quand même d'évoluer? Je rebondis sur les derniers propos de Benoît Apparu. Il y a bien un jour où quand même le citoyen, et l'effet gilet jaune, je partageais la petite phrase tout à l'heure qui dit qu'effectivement, si on regarde enfin, la colère des gilets jaunes, elle est directement le résultat de l'urbanisme qu'on a fait depuis des décennies. Quand on voudra bien installer dans la tête de tout le monde un raisonnement en coût global, est-ce que le ménage, justement, qui préfère encore aujourd'hui la petite maison dans le jardin, enfin avec le jardin autour, quand il met dans l'équation les 2 pleins de voitures, enfin les 2 pleins d'essence à faire par semaine, la fatigue d'emmener les enfants à droite, à gauche, parce qu'à chaque fois c'est quand même du temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'espoir de voir ce rêve se transformer autrement, et l'idée de la convivialité en ville, avec des espaces qu'il faut revoir. C'est vrai que les logements sont inadaptés dans ces bourgs anciens. Il faut les rendre au goût du jour, donc ça coûte, on a vu, 2500 € du mètre carré, ça me paraît quand même énorme, mais bon, ouais. Mais enfin voilà, il faut au moins croire à cet espoir-là, parce que sinon, il n'y a pas de solution à notre problème. On peut inventer tout ce qu'il faut en juridico-économique, mais le vrai fond du problème, c'est que les habitants se rendent compte que leur intérêt, que la qualité de vie, elle est quand même dans cette proximité, cette densité. Donc c'est de la pédagogie. Il y a 2 sujets très différents, qui peuvent se rejoindre, mais qui sont très différents. On vient d'avoir un débat sur l'accession à la propriété et les nouvelles formes d'accession à la propriété pour permettre une accession à la propriété à des couples ou à des individus qui aujourd'hui n'ont plus les moyens d'eux. Ce sont tous les graphes qu'on nous a présentés, c'est l'OFS, et un certain nombre d'outils comme ça. C'est, me semble-t-il, un autre sujet que étalement urbain versus centralité, qui me paraît, de mon point de vue, évidemment beaucoup plus essentiel sur le très 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 long terme. Alors, est-ce qu'on peut, par de la pédagogie, obtenir le résultat que vous avez évoqué? J'aime beaucoup la pédagogie, mais je crois encore plus aux tendances culturelles lourdes, structurantes. Il se trouve que depuis, en gros, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et plus encore dans les années qui ont suivi la fin des années 60, on a, pour une multitude de raisons sociologiques sur lesquelles évidemment pas s'appesantir ce soir, nous avons une montée de la demande d'individualisme. C'est comme ça. Bon, on peut être d'accord, pas d'accord, pour, contre, c'est pas le débat. C'est une tendance lourde qui a évidemment aussi ses conséquences en matière urbaine. On peut espérer qu'on aura des tendances inversées dans les années qui viennent. Et on en sent un certain nombre de prémices. Mais ça mettra 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à avoir des conséquences de mise en œuvre. Et donc si on veut aller un peu plus vite, parce que l'urgence d'arrêter la consommation des espaces naturels, elle ne peut pas attendre 40 ans, parce que les 40 ans de consommation, de surconsommation, on les perdra, enfin ces 40 ans, on les paiera, pendant des centaines d'années. Si on veut lutter contre ça vite, il est, me semble-t-il, urgent que les collectivités locales, sur injonction de l'État, répondre à une question de base, répondre plutôt à une politique publique de base qui consiste à dire zéro artificialisation nette des sols. C'est, me semble-t-il, le sujet numéro 1. Alors je sais que ça va générer de nouveaux gilets jaunes. Parce qu'effectivement, ça va aller à l'encontre du souhait des uns et des autres. Et donc ça va générer effectivement de nouvelles incompréhensions. Mais la question, me semble-t-il, qui est assez complexe en termes de politique publique, c'est de savoir si le rôle des pouvoirs publics, c'est de suivre une opinion ou de la guider. Sauf que les gilets jaunes, c'est clairement une demande à ce que l'on suive l'opinion publique, pas qu'on la guide. Et la demande aujourd'hui de l'ensemble des populations, c'est « écoutez-moi ». Si on écoute, on suit, on ne guide pas. Si aujourd'hui on écoute les populations, la demande ce sera de la sous-densité, la demande ce sera du plus grand et la demande ce sera l'étalement urbain. Pas ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui. Et donc il faut qu'on sorte nous-mêmes, pseudo-décideurs,
pseudo-gens qui réfléchissent à l'avenir de tout ça, à nos propres contradictions, qui consistent à multiplier les débats sur il faut co-construire, il faut écouter, il faut aller sur le terrain, il faut ci, il faut ça, etc. Alors qu'on sait tous pertinemment que si on fait ça, on suit, on ne guide pas. Je suis évidemment caricatural parce que rien n'interdit la pédagogie pour guider. Et ça demande encore plus de pédagogie et encore plus d'explications. Mais fondamentalement, la question, elle est là. J'ai entendu qu'il y avait, je donne le micro après, une directive européenne future, enfin que l'Europe avait déclaré qu'à partir de 2050, on ne pourra plus artificialiser 1 mètre carré de sol agricole. Est-ce que... Alors 2050, c'est beaucoup trop loin. Oui, mais non, mais est-ce que c'est vrai cette directive? Je ne sais pas. Donc premier élément, c'est beaucoup trop loin. Et deuxième élément, surtout, ne laissons pas faire l'Europe. Non pas que j'aime pas l'Europe, mais assumons nous-mêmes nos propres responsabilités sans les reporter sur d'autres. C'est à nous de le décider. C'est à nous de l'assumer et de le revendiquer. Sinon, ce type de décision-là, vu l'image générale de l'Europe, ça va se traduire en France ou ailleurs par « regardez encore ces couillons de Bruxelles qui n'ont rien compris alors qu'ils prendraient une bonne décision ». Assumons de ce point de vue-là nos responsabilités. Et c'est à nous, me semble-t-il, d'assumer, de prendre en charge ce type de décision-là. Et 2050 me semble un peu trop loin au regard des enjeux qui sont les nôtres. On voit quand même que dans les PLH, cette question de l'urbanisation, la périurbanisation, la maîtrise foncière, c'est des sujets qui ont longtemps été le sujet tabou du PLH, sur lequel les PLH étaient mous, pas très offensifs. Les choses sont quand même en train d'évoluer. Alors selon les territoires, voilà, il y a des territoires dans lesquels il y a la maturité politique pour considérer que oui, c'est un sujet qui est suffisamment mûr pour pas aller dans l'artificialisation supplémentaire, et d'autres sur lesquels on est dans le début du frémissement. Mais c'est là où le dialogue entre la collectivité locale et les services de l'État doit être équilibré, avec un service de l'État qui doit aussi être très attentif à cette question-là. Moi, je serais plutôt optimiste quand même sur la capacité qu'ont ces politiques locales à monter progressivement en compétences, démonstration étant faite de la nécessité d'aller progressivement plus loin dans un certain nombre d'éléments prescriptifs. Mais voilà, l'histoire montre que quand vous êtes à la première génération de PLH, on est dans un instrument qui n'a aucune portée réellement régulatrice, et au bout du 4e ou 5e génération de PLH, on commence à produire des réels effets avec une politique locale qui se saisit d'un instrument qui sont les siens, et c'est typiquement un des sujets qu'on voit émerger aujourd'hui dans ces PLH de 4e à 5e génération. L'outil PLH est construit pour les zones tendues. Le PLH, en production de logement, c'est un plancher. En territoire détendu, on a besoin d'un plafond. Aujourd'hui, quand je négocie dans ma collectivité locale et mon intercommunalité un PLH, et qu'on dit qu'il faudrait faire tant par an, le jour où les maires ruraux comprennent que c'est un plancher, et qu'ils savent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au-dessus, votre PLH qui aboutit à une négociation très dure avec les petites communes qui consiste à dire « Bon, allez, toi, tu as le droit de faire 12 logements sur 5 ans. Toi, tu as le droit d'en faire 22 et toi, 18. » Bah effectivement, le jour où ils comprennent que c'est un plancher et pas un plafond, c'est un problème. Donc il faudrait aussi que les outils législatifs ne soient pas imaginés que pour les territoires tendus. Or aujourd'hui, PLH, PLUI, PLU sont construits principalement dans un objectif de production qui est valable en tendu, pas en détendu. Un sujet qui a longtemps été mis sur le devant de la scène comme très pervers, qui est la notion du point mort, de combien faut-il produire de logements pour maintenir la population, qui est issu de l'après-guerre, de la nécessité de montrer qu'il fallait produire des logements. Sur ce sujet-là aussi, il y a un certain nombre de territoires qui ont montré la voie de la question de savoir où ces logements vont être mis en service, et la part du parc en stock qui est devenu quand même un vrai sujet de plus en plus central dans ces territoires. Donc là aussi, voilà, un peu d'espoir sur la capacité des territoires à innover et aller de l'avant sur des réflexes parfois un peu simplistes qu'on peut avoir sur voilà, une politique locale de l'habitat, c'est surtout de la production et c'est pas du réinvestissement du parc en stock, de la réhabilitation. Voilà, et effectivement, y compris sur la manière dont l'État appréhende ces territoires de ville moyenne.
Moi, je trouve que pendant longtemps, l'effet pervers, et c'est là où effectivement les ORT Cœur de Ville fait un peu changer la donne, c'est que le législateur s'est longtemps inspiré des territoires qui effectivement avaient les moyens d'innover, qui étaient les métropoles, dans une approche bottom-up très assumée de la part des services de l'État, considérant que oui, il faut s'inspirer des territoires, c'est là où les choses se passent, mais dans la dimension descendante, beaucoup de difficultés à considérer qu'effectivement ces politiques inspirées des territoires tendus avaient énormément de mal à atterrir dans les territoires détendus parce que totalement décorrélées des préoccupations et des solutions. Et là, effectivement, on voit qu'il y a aussi un certain nombre d'inflexions de la part des services de l'État pour considérer qu'il faut aussi regarder en descendant ce que ça peut produire comme intelligence locale. Bonsoir. En entendant vos interventions ce soir, on a l'impression que la question, elle est surtout juridique et économique. On est à l'ENSA PVS ce soir et je pense que je ne suis pas la seule architecte présente. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur quelle est la place et les enjeux pour les architectes aujourd'hui sur cette question-là ? C'est difficile de vous répondre. Parce qu'effectivement, je reste intimement convaincu que sur la question qu'on est en train d'évoquer, le débat est principalement aujourd'hui juridique et économique avant d'être architectural. Pour une raison très simple, c'est qu'on parle d'abord d'urbanisme beaucoup plus que d'architecture. Or, l'urbanisme est une matière beaucoup plus juridique, beaucoup plus économique, beaucoup plus dépendante effectivement de la collectivité locale, des pouvoirs publics, que l'architecture, dans le sens construire un ensemble immobilier ou une maison individuelle. Et donc, de ce point de vue-là, on parle beaucoup plus de phénomènes urbains que de phénomènes architecturaux, et ce n'est pas la même chose. Il y a un lien considérable, bien évidemment, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il n'en demeure pas moins qu'on peut, évidemment, en démarche architecturale, lancer un certain nombre d'innovations. On en porte dans toutes les collectivités locales. La question est toujours la même. Comment, d'un exemple, on passe à l'échelle? Autrement dit, comment on sort de ce que l'on peut faire tous les uns et les autres, à savoir une jolie plaquette dans laquelle on va montrer les 18 maisons qui auront été construites suivant tel et tel principe, ou l'immeuble qui aura été construit en insertion urbaine de façon très forte, ou la maison de ville qui aura été particulièrement réussite et qui réconciliera la maison individuelle et la ville. Comment on passe de ce phénomène-là, où on sait tous faire quelques exemples, à là encore un passage à l'échelle, c'est-à-dire à une massification de ça. Or, ce dont on est en train de parler, avec toutes les cartes que nous a montrées, c'est bien des phénomènes de masse. Et donc la question, c'est comment, à partir de ce que vous allez vous produire, vous architectes, imaginer, on peut passer à l'échelle. Et ça, c'est la différence, pour partie, entre l'architecture et l'urbanisme. Les deux, vous êtes architecte vous-même, je crois. Comment conciliez-vous les deux enjeux ? Je vous ai parlé que de graphique et de chiffres, mais effectivement, je suis architecte de formation initiale. Mais effectivement, les phénomènes économiques sont assez puissants dans les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. En revanche, bien évidemment, l'innovation de l'architecte est extrêmement importante dans ces sujets-là pour redonner envie à des ménages de réinvestir les centres avec à la fois... alors je ne vais pas être dans la tarte à la crème, mais la capacité quand même à réfléchir à des qualités associées au logement qui puissent, en tout cas, si ce n'est être comparables, apporter des réponses aux aspirations qu'on peut avoir dans l'individuel sur un espace extérieur, des espaces à soi, etc. Même si, quand même, dans les centres anciens, c'est extrêmement compliqué d'avoir ce type de réflexion quand même, parce que les contraintes techniques sont quand même exorbitantes. Et patrimonial, et en même temps être clairvoyant sur... il ne s'agit pas non plus d'être dans la course en avant de la qualité de la maison individuelle, parce que c'est aussi pas forcément ce que la politique publique souhaite, et aussi parce que c'est des quartiers qui ne seront jamais des quartiers de pavillonnaires de périphérie. Et donc la clairvoyance sur qu'est-ce qui fait la qualité de ces espaces-là, qu'est-ce qui fait la qualité de cette architecture-là, et en quoi ces qualités architecturales peuvent effectivement donner envie à des ménages qui n'y pensent pas forcément aujourd'hui, d'aller réinvestir ces centres anciens. Après, il y a aussi un certain nombre de collectivités locales qui essayent d'avoir une approche assez qualifiée de cette notion de logement désirable. Alors plutôt là aussi dans les métropoles, mais c'est aussi des choses qui peuvent inspirer ce qu'on peut imaginer dans ces villes moyennes, d'objectiver ce que le citoyen a envie
dans son rapport à son logement, dans son rapport à son environnement résidentiel, et des approches à la fois de réflexion un peu prospective, mais aussi très objective et très concrète sur ce qui peut donner envie à des ménages d'aller habiter à cet endroit-là, dans ce type d'architecture. Et ça, je pense que sur les villes moyennes, c'est un sujet qui n'a encore pas été complètement abordé et qui nécessite effectivement des réflexions à la fois très circonstanciées et assez prospectives. Une question à Benoît Apparu sur ce sujet. Effectivement, vous disiez, on sait ce que les populations veulent et les élus souvent sont là pour suivre. En tout cas, ils se donnent ce rôle de suivre et de satisfaire leur population, leurs électeurs. Pourquoi, malgré tout, est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des développements urbains, des développements architecturaux qui concilient davantage vous connaissez tous, les étudiants ou architectes dans la salle, ces plans en raquettes de lotissement qui sont totalement enclavés, qui ne font pas ville avec les quartiers préexistants. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire en France ce qu'on trouve dans la plupart des pays, notamment d'Europe centrale ou du Nord, c'est-à-dire des lotissements qui fassent ville, avec des trames urbaines qui ne soient pas des secteurs fermés, mais qui soient reliés à la ville existante, qui offrent davantage de mixité avec peut-être du commerce, avec des équipements. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas du côté de la puissance publique à avoir une vision urbaine davantage conciliante avec la ville existante ? Deux sujets, me semble-t-il, assez différents dans les points que vous avez évoqués. Le premier sujet, c'est cette question de le maire à l'écoute de ses citoyens, de ses concitoyens. Pas forcément de ses électeurs, de ses concitoyens. Le côté électeur est un peu péjoratif par rapport à ça. Tout simplement parce qu'effectivement, c'est une demande sociale profonde. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je pense exactement l'inverse. Mais c'est une demande permanente. Matin, midi et soir, à la télé, dans les journaux, matin, midi et soir, dans les colloques divers et variés, on nous rabâche à longueur de journée qu'il faut aller sur le terrain parce que les politiques sont déconnectés des réalités quotidiennes, qu'il faut rencontrer nos concitoyens pour les écouter, qu'il faut. C'est vrai. Mais ça pousse à une seule chose, me semble-t-il, c'est effectivement à suivre. Or, nos concitoyens, et c'est comme ça, et c'est légitime, ils ont un point de vue qui est celui de leur vie quotidienne, ils n'ont pas un point de vue global, et ils ont un point de vue qui est court-termiste, et non pas sur un regard à 25 ans. Or, me semble-t-il, ce qu'on doit demander dans nos matières, sur d'autres sujets différents, aux élus, c'est bien de se projeter à très long terme. Premier élément. Alors, deuxième sujet que vous avez abordé, et là, évidemment, ce que je dis est ultra caricatural, là encore. Les choses ne sont pas aussi binaires et aussi simplistes que je viens de l'évoquer. Deuxième élément... Deuxième question d'une nature très très différente, l'urbanisme en raquettes, tel que vous l'avez évoqué, qui a effectivement défiguré bon nombre de nos périphéries, d'immédiates villes moyennes, entre guillemets. L'urbanisme en raquettes est une architecture, une construction qui coûte très peu cher, qui démultiplie un produit qui réduit très fortement les coûts de production et qui a été une façon, quelque part, de solvabiliser une clientèle. Parce que l'industrialisation de ce forme de process de construction-là a permis d'avoir des coûts relativement réduits. C'est carré, c'est tout simple, et c'est les ex-maisons de maçons, les ex-maisons Bouygues diverses et variées, qui étaient des trucs qui coûtaient pas cher du tout et qui permettaient de rééquilibrer ce qui était évoqué tout à l'heure, l'accès à la propriété entre ceux qui avaient des sous et ceux qui en avaient peu. Ce type de construction-là répondait vraiment à cette équation. Parce que c'est des tout petits terrains, tant mieux. L'urbanisme de raquette, c'est pas la maison individuelle plantée avec 1000 m² autour. Cet urbanisme-là, il est très différent. Et de ce point de vue-là, il répondait à une équation économique forte. Et en tant qu'architecte et juriste à la fois, je ne ferai pas la même distinction entre l'architecture et l'urbanisme. Pour moi, l'affectation des sols, au travers des SCOT et des PLU, c'est le premier temps de l'acte architectural, c'est-à-dire un acte qui consiste à d'abord créer des liens urbains, des liens avec l'environnement. Et quand je dis liens urbains, ça concerne aussi éventuellement des liens ruraux, mais d'abord des liens avec un environnement avant de construire des bâtiments. Ça, c'est la première observation. J'ai une deuxième observation. Le mot lotissement, à l'origine, c'est un simple outil juridique. C'est un outil qui permet de découper le sol en vue de la construction.
Et en faisant des recherches, on s'apercevrait sans doute que 90% de Paris a été construit sous forme de lotissement. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce mot lotissement, qui à l'époque, autrefois, était la définition d'un outil juridique, est devenu le mot exprimant une forme urbaine. Et ça, c'est un élément très intéressant, justement, quand on pense que ce qui est la qualité de Paris aujourd'hui découle bien d'un lotissement à l'origine. J'aimerais bien savoir pourquoi la demande, comme vous dites, monsieur Apparu, se porte sur le logement individuel, etc. Est-ce que ça n'est pas parce que justement c'est l'offre la plus abordable en termes de coût aujourd'hui qui est proposée aux utilisateurs? Parce que quand on, justement, notamment en périphérie, on sait bien qu'à partir d'un certain moment, les gens veulent se loger un peu, ils ont plus d'enfants, etc. Ils veulent se loger dignement. Et la seule offre accessible, en termes de montant de moyens, c'est cette offre-là, il me semble. Par ailleurs, j'aurais une question très très différente. Là, on a parlé des questions d'accession à la propriété. Bon, en face de ça, on a le logement social, le locatif. Voilà. Mais qu'en est-il des formes de logement du type coopératif? Par exemple, on a eu notamment ici l'occasion de connaître un petit peu, par exemple, ce qui se pratique à Zurich, où il y a 130 000 logements coopératifs de très grande qualité qui sont produits pour des coûts très, très faibles, où les gens n'ont pas le rêve de devenir propriétaires parce qu'ils ont des logements de grande qualité, accessibles. Voilà. Enfin, voilà. Oui, sur la question de l'habitat, ce qu'on appelle en France l'habitat participatif et qui correspond à l'habitat coopératif dans d'autres pays, c'est un phénomène qui en France et relève à la fois d'une dynamique citoyenne, la volonté ensemble de développer des modèles alternatifs à la maîtrise d'ouvrage public et à la maîtrise d'ouvrage privé, et aussi, et ça c'est peut-être une particularité française, aussi un sujet de préoccupation de la politique publique avec un certain nombre de collectivités locales qui ont vu dans l'habitat participatif des réponses aux interrogations de leur politique publique en matière justement de solidarité, d'alternative à cette approche très individualisée du rapport au logement, avec aussi des préoccupations dans la dimension antispéculative que j'évoquais tout à l'heure, parce que certains modèles d'habitat participatif sont volontairement antispéculatifs. Ce que je trouve intéressant, en tout cas dans le modèle français, cette invitation, pour pas dire injonction, de la collectivité locale à aller initier et développer ce type de démarche qui finalement ensuite relève d'une démarche collective mais très accompagnée. Alors Stéphane, étant par ailleurs professionnellement engagé à Paris, pourrait nous parler des démarches parisiennes qui sont aussi très accompagnées et très portées, mais qui, en tout cas pour la question que vous posez sur la question de l'économie immobilière, en tout cas en France, des expériences que nous on a pu observer, n'ont pas encore fait la démonstration de la réelle économie dans cette logique de troisième voie, de s'abstraire autant que faire se peut de l'économie de l'opérateur immobilier avec sa marge, etc. Donc pour l'instant, en tout cas dans la perception que j'en ai dans le développement en France, ce qui, à mon avis, fait du modèle français une certaine singularité, c'est dans la manière dont les pouvoirs publics le perçoivent comme un instrument de cette politique publique et vont aller au-devant de citoyens, là où dans d'autres pays européens, on est dans une dynamique citoyenne beaucoup plus évidente que dans les systèmes français. Et donc, de ce point de vue-là, l'attention, à mon sens, qu'il faut avoir, à pas donner à l'habitat participatif une dimension trop couteau suisse et à lui donner des injonctions qu'on ne donnerait pas à un programme immobilier plus classique, et à donner à des citoyens sous couvert qui sont dans l'habitat participatif des nécessités d'avoir des engagements personnels et collectifs qu'ils n'auraient pas à titre individuel. Oui, l'habitat participatif tel qu'on connaît et tel qu'il se développe en France, par rapport au grand mouvement d'habitat coopératif tel qu'on a pu avoir l'occasion de le découvrir, notamment effectivement à Zurich, parce que ça a été un exemple assez... où là on est à une autre échelle, on n'est pas dans... Et donc ça reste de l'habitat locatif. L'habitat coopératif, notamment à Zurich, c'est de l'habitat locatif, et non pas comme dans le cadre de l'habitat participatif où on se regroupe
pour devenir comment dire, propriétaire. Donc là, c'est quand même un autre mouvement et qui propose une autre ampleur d'intervention au niveau de la ville et du territoire, il me semble. Là, vous parlez des autres exemples européens, pas de l'exemple français. Pardon ? Dans le modèle locatif dont vous parlez pas de la France. Je parle par exemple essentiellement Voilà. de cette ville de Zurich. Je sais Oui, que c'est assez répandu, qui est finalement un modèle notamment en qui existe. Suisse, mais à Zurich, c'est là qu'elle ça a été le plus développé, avec des qualités d'offres qui est assez exceptionnelle, pour un coût inférieur à 80%, qui n'atteint pas 80% du montant du marché privé. Voilà. Qui est effectivement pas le modèle d'habitat participatif central qu'on peut connaître en France, où on est plutôt dans une alternative ou d'une propriété collective dans un certain nombre de modèles juridiques. Après, il faut avoir à l'esprit aussi la particularité des modèles français avec un parc locatif social qui pèse, qui a un poids dans l'histoire de la production de logements en France, qui continue d'être un poids très important de la production de logements, parce que c'est 25% de la production annuelle qui est portée par le locatif social. Donc voilà, on est dans des modèles forcément culturellement très différents, avec de ce fait un rôle qui est consacré à l'habitat participatif en France, qui est dans une approche alternative, et où en France, on a plus à imaginer dans ce rapport à la propriété que dans le modèle locatif qui a, modulo les évolutions qu'on connaît aujourd'hui, dont on pourrait débattre, fait ses preuves sur un certain nombre de sujets. Merci beaucoup. Et merci à nos intervenants de ce soir.